merci à vous. Merci Monsieur Gou, merci de nous retrouver. Donc voilà, pour moi qui suis je suis pas vraiment impliqué dans cette chaîne, je suis vraiment le consommateur final, celui qui va acheter, prenez place, qui va acheter sa tasse chez le, ça dépasse un petit peu mes capacités de compréhension, tout ça. Mais en fait, vous, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, j'ai entendu des mots qui m'ont surpris, comme trader, broker. Moi, je pensais que ça concernait le monde industriel, enfin vraiment des grands groupes industriels, hein, du coup, et ça concerne aussi le café de qualité, de spécialité. Ouais, alors le terme trader, justement, j'ai souligné, il était peut-être mal choisi. L'intervenant que j'ai voulu désigner en écrivant ça, ou broker, ça va être utilisé, je dirais, beaucoup sur des origines un peu complexes, où on a des gens qui vont être spécialisés, en fait. Et ces gens-là, ils vont offrir un service, on va dire, de communication, principalement. La plupart du temps, ils ne vont pas stocker le café. Je vous prends un exemple, par exemple, donc, un importateur aux États-Unis qui veut acheter du café d'Éthiopie, mais qui n'a pas forcément les contacts, etc. Il va faire appel à un broker, qui est un agent. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Europe, notamment aux Pays-Bas ou sur Londres. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience sur un pays donné, un pays producteur donné, et qui vont pouvoir s'occuper de toute la communication et qui vont apporter une garantie dans la transaction, en fait. Mais ils vont pas techniquement stocker le café. Ils vont faire le lien entre le producteur et l'importateur aux États-Unis et ils vont permettre au café de transiter de l'Éthiopie jusqu'aux États-Unis sans le voir forcément et en faisant ce travail de communication. D'accord. Et du coup, vous avez parlé de l'ICO, vraiment ça régulait, c'était une norme de régulation jusqu'en 89. L'ICO qui siège à Londres est un organisme effectivement qui gère tous les problèmes politiques autour du café. Donc qui a géré pendant longtemps les prix du café. Vous m'entendez? Oui. En fixant justement ces prix minimums, exactement comme le faisait l'OPEP, ou comme le fait encore l'OPEP, en régulant les cours. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc l'ICO a encore un rôle aujourd'hui, mais plus ce rôle de contrôler les prix. Il y a un rôle statistique, bien entendu, également, notamment d'enregistrer toutes les fluctuations de marché et de les rendre disponibles aux intervenants. Nous-mêmes, par exemple, on envoie tous les jours à l'ICO la clôture du marché de New York, de façon à ce que les indices mild puissent être à la disposition de tous les utilisateurs. D'accord. Bien, merci. Est-ce que, bon voilà, est-ce que quelqu'un a des questions maintenant? Monsieur, ouais. Oui, dans ces histoires de commerce, moi je vais y aller pas de velours parce que bon, c'est difficile, mais il y a peut-être quelque chose qui est peut-être évident pour la plupart des gens qui écoutent, mais qui ne l'est peut-être pas pour quelques-uns. C'est un problème spécifique au café, c'est que l'absence pratiquement générale de torréfacteurs dans les pays de producteurs, hein, puisque le café ne se conserve pas dès qu'il est torréfié. Et donc, il y a localisation quasi exclusive, en dehors de quelques exceptions, et Cafeteros de Colombia, localisation exclusive des torréfacteurs dans les pays de consommateurs, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences, me semble-t-il. Alors, c'est vrai, oui et non. Vous savez qu'aujourd'hui, le deuxième consommateur au monde, c'est le Brésil. Donc on est à 24 millions de sacs de consommation environ aux États-Unis. D'ailleurs, pour la première fois, les Américains vont baisser leur consommation en volume. Alors non pas en nombre de tasses, forcément, là on a l'effet capsule. Mais le Brésil, qui n'eût été la crise, aurait certainement passé la barre des 20 millions. Aujourd'hui, on est en dessous de 20 millions, donc ça reste un pays producteur et consommateur. Ceci dit, vous avez raison, et c'était la genèse peut-être des marchés à terme, d'avoir justement cette disparité et ce besoin de stocker du café, de stocker de marchandises tout au long de l'année. Mais en ce qui concerne les marchés à terme, vous avez des marchés à terme sur les céréales, et là, vous avez le lieu de production au même endroit que le lieu de consommation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre le marché à terme et le café. Mais c'est vrai que c'est comme le cacao, il y a cette spécificité géographique. Oui, et alors l'autre question, enfin, dans la volatilité là, des prix, j'imagine que la fin des
des organismes de commercialisation nationaux a joué quand même un rôle énorme, parce qu'on a liquidé au cours des 20 dernières années la plupart des grands organismes nationaux, qui étaient souvent extrêmement corrompus, mais enfin qui aboutissaient quand même à une certaine régulation du marché. Mais le fait d'avoir cette barrière, cette sécurité que procuraient les quotas de l'ICO était effectivement une protection pour les torréfacteurs, pour les producteurs, pardon, et on n'a plus cette protection aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce chiffre de 89, c'est vraiment entre guillemets open bar, c'est-à-dire que le marché n'a plus aucun contrôle, aucune limite et est voué à ces spéculations qu'on a vues tout à l'heure. Bon, je ne voudrais pas... Mais troisième question, j'avais 3 questions, voilà, c'est la dernière. Il me semblait également que dans cette volatilité et dans la difficulté du café, c'était aussi la présence d'un oligopsone, c'est-à-dire de grandes maisons de commerce qui contrôlent l'essentiel des volumes qui sont négociés. Alors, c'est également vrai. Il y a aujourd'hui 3 grands négociants, le groupe Neumann, dont la maison Jobin fait partie, le groupe Volcafé, et puis après le groupe Ecom, on peut descendre ensuite avec Dreyfus et puis Olam. Donc on a une forte concentration. Ceci dit, cette concentration, elle s'opère à tous les niveaux de l'industrie. Aujourd'hui, vous n'avez... Alors heureusement, je dirais, il y a des micro-secteurs, il y a des gens qui sortent un petit peu de ce carcan, mais malheureusement, il y a une concentration qui s'est opérée à tous les niveaux, aussi bien dans la chaîne de production que côté consommation, dans la chaîne de la torréfaction. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de petits torréfacteurs, mais aussi une très forte concentration de gros industriels. Donc, c'est vrai qu'on a cette concentration, mais je dirais qu'elle est inéluctable et elle est peut-être justement liée à cette chute des accords de l'ICO et au poids du capitalisme aujourd'hui dans l'économie mondiale. Oui, il y a une demoiselle là-haut qui a levé la main à 2 reprises, mais non, mais allez-y, je vous en prie. Vous aviez dit que la spéculation, du coup, était inévitable et avait des aspects positifs. Et en quoi sur le marché à terme et en quoi sur le marché physique ? Alors, l'exemple que je vous ai donné, c'était l'exemple du micro-marché qui avait été fait pour les petits torréfacteurs américains lors de l'émergence des coffee shops en 92. C'était typiquement pour répondre à leurs besoins, puisqu'un petit torréfacteur ne pouvait pas acheter un lot complet. 17 tonnes, c'était beaucoup. Donc, on a fait ce marché de 7 tonnes. Et pourquoi est-ce qu'il est mort-né ? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune liquidité. C'est-à-dire que le principe aujourd'hui, quand je vous disais que moi, je dormais 8 heures par nuit, que j'avais un bon sommeil parce que je ne spéculais pas, c'est parce que j'avais la possibilité d'arbitrer tous mes cafés. C'est-à-dire que systématiquement, si j'achète un lot de café, je vends mon lot de terme. Donc j'appelle mon courtier, tu vends un lot. Et ça se fait dans la seconde. Si vous n'avez pas de spéculateur qui accepte donc ce transfert de risque, vous n'aurez pas de liquidité. C'est-à-dire que si on avait, et comme vous l'évoquiez très justement, on a une concentration, donc beaucoup moins d'acteurs. Si on avait aujourd'hui que les gros négociants et que les gros torréfacteurs qui intervenaient sur le marché à terme, on n'aurait aucune liquidité. C'est-à-dire qu'il serait impossible d'acheter ou de vendre comme bon vous le semble. Donc la spéculation a un rôle très important. Le problème aujourd'hui, c'est que son rôle, il a été décuplé, et ne serait-ce que le chiffre que je vous ai donné, le chiffre de 10 millions de sacs traités dans une journée, il prouve la puissance de la torréfaction. Mais on en a besoin malgré tout. Bonjour, je voulais revenir sur Florence, ce que vous avez dit sur les notes de café de spécialité 85+. Vous l'avez abordé très très rapidement sur les contrats, et je voulais juste savoir qui est-ce qui, peut-être qu'on le reverra plus tard dans la journée, mais qui est-ce qui donnait cette note et quand, en fait, parce que ça doit forcément influer sur le prix du café. Ouais, alors déjà par rapport sur ce contrat-là, le score requis était de 85. Par contre, pour qu'un café soit classifié en café de spécialité, c'est 80 ou plus. Et après, donc, ces scores-là, ils sont donnés lors de sessions de dégustation. On va analyser, bon, il y a tout un protocole de dégustation, hein, mais on va analyser 5 tasses d'un même café, et on va analyser plusieurs attributs auxquels on va donner des notes. Et suite à ça, il y aura une note finale qui sera donnée sur 100 points. En fait. Et les gens qui attribuent cette note, donc ce sont les acheteurs et ce sont surtout des spécialistes de la dégustation, très souvent des Q-graders, mais pas que. Mais en tout cas, ce sont des gens qui sont aptes à utiliser ces feuilles de dégustation et qui attribueront la note. Et du coup, juste, je suis désolée, du coup, du côté producteur ou du côté consommateur ?
Alors, de la chaîne? les notes sont attribuées du côté plutôt consommateur, mais ce qui se passe, en tout cas, les nouvelles tendances, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien là-dessus. Et il y a beaucoup de travail qui sont faits entre les dégustateurs des acheteurs, donc dans les pays consommateurs, et les dégustateurs des producteurs, de manière à ce qu'ils soient vraiment calibrés, en fait. Quand on dit calibré, c'est que ce soit des gens qui puissent noter, qui puissent comprendre les cafés de la même façon. Et ça, c'est vraiment important, le jugement dans l'analyse du café, mais que ce soit plus un travail qui se fasse main dans la main, et que les dégustateurs dans les pays producteurs soient à même aussi d'évaluer leur propre café. En fait, je rebondis un peu sur cette question. Est-ce que du coup, c'est un service que les producteurs payent à travers, je ne sais pas, une association, par exemple, de caféiculteurs, comme il y en a au Guatemala ou en Colombie, ou est-ce que c'est de la part des pays importateurs qu'il y a ce service est-ce que c'est l'importateur qui demande ce service? Par rapport à la dégustation, en fait, par rapport à la notation des cafés, en fait. Ben, la notation des cafés, ce qui va se passer, c'est que souvent, ça va être plus ou moins imposé sur un contrat. Bon, à partir du moment où il y a le specialty coffee qui est indiqué sur le contrat, ça veut dire que le café doit obtenir ce score-là. À partir du moment où il y a conflit entre le producteur et le consommateur sur le score, effectivement, ils ont la possibilité d'envoyer un échantillon de ce café-là à un Q-grader, en fait, à une personne qui est certifiée Q-grader, pour que le café soit redégusté et que la note par une personne neutre soit attribuée. Et là, pour ce service-là, il va falloir payer. Qui paye dans ce cas-là? Je ne suis pas certain de la réponse. Ouais, ce serait donc au cas par cas. Mais et après, est-ce que ta question, ça concernait aussi la formation des dégustateurs dans les pays producteurs ou non, pas du tout? En fait, c'est plus par rapport à la valorisation du produit par les producteurs de café. Est-ce que ce sont eux qui cherchent à valoriser leurs produits, à le vendre plus cher et donc ils sont prêts à investir dans la dégustation, donc à la notation de leur café? Ou est-ce que vraiment ça vient des pays importateurs? Je pense que ça vient des deux côtés. Je pense que les producteurs ont réalisé au cours des dernières années la façon dont le marché il évolue dans les pays consommateurs, puisqu'il y a de plus en plus d'échanges entre les acteurs. Et du coup, clairement, ils voient là une opportunité de marché énorme et ils investissent sur la formation du personnel sur place, sur les équipements dans les labos. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de groupes de producteurs qui ont une capacité de dégustation très élevée, parfois plus élevée même que ce que peuvent avoir des torréfacteurs dans les pays consommateurs. J'avais une autre question aussi, en fait, par rapport à comment est-ce que la bourse de New York peut fixer le prix d'un café en 2018, alors que c'est soumis à des aléas de climat, Alors, la bourse de New York reflète effectivement le prix d'à peu près tous les arabicas. Comme Florent l'a expliqué, on va rajouter, par rapport à ce prix de New York, un différentiel qui correspond à la qualité intrinsèque du café. Il y a des exceptions qui sont les cafés très très haut de gamme, ou les cafés vraiment de spécialité, du Kopi Luwak ou du Jamaica Blue Mountain sont déconnectés des marchés. Donc, on a cette cotation qui se fait sur un café, on va dire standard. Généralement, on retient le Honduras High Ground comme étant le prix de référence. Donc, comment est-ce que ce prix est fait? Tout simplement par l'offre et la demande, donc des gens qui interviennent, les professionnels et les spéculateurs. Donc ça, on l'a vu, les fluctuations, elles sont généralement fondamentales, mais de plus en plus, elles sont liées à la spéculation. Donc vous avez ce cours sur la première échéance. Et ensuite, l'idée de marché à terme, c'était de pouvoir vendre à l'avance et acheter à l'avance. Donc on se projette sur 2 ans. C'est-à-dire que le marché va effectivement donner un prix pour dans 2 ans. Après, libre au torréfacteur d'estimer que ce prix aujourd'hui, au vu des conditions climatiques, du changement climatique, de se dire que ce prix-là est bon et qu'il peut en bénéficier et que quand dans 2 ans il se décidera à acheter, il aura fait une bonne affaire, ça c'est autre chose, mais le prix de dans 2 ans découle du prix immédiat. Et de par la structure du marché, généralement vous avez un marché en report, donc les mois
éloignés sont plus chers que les mois rapprochés, justement pour payer le financement et les frais financiers. Donc le prix de 2018 est corrélé à celui de 2016, qui lui vient de l'offre et la demande et des conditions spéculatives et fondamentales du marché du café. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Je voulais avoir des précisions sur la livraison, notamment sur les cafés de spécialité. Comment on peut avoir une traçabilité de ce que vous allez acheter dans les pays, et après ce que nous, consommateurs, on peut ressentir. Est-ce qu'il y a des moyens, des techniques, des nouvelles techniques? Enfin, je parle peut-être de puces électroniques, ou de savoir ce que vous allez récupérer et ce que vous avez voulu acheter chez des fermiers. Est-ce que nous, consommateurs, dans les nouveaux établissements maintenant en France, on peut avoir... Alors, je vais laisser Florent répondre, c'est plus son domaine. Là, on est déconnecté des marchés à terme, mais c'est vrai qu'il y a des critères, effectivement, il y a des processus dans ce sens-là. Juste pour être sûr que je comprends la question, c'est comment vous, en tant que consommateur, vous pouvez être sûr, entre guillemets, du café qu'on a apporté? Que l'esprit du café de spécialité ne soit pas galvaudé pour un consommateur lambda, ou quelqu'un qui s'intéresse en tout cas à ce qu'il va pouvoir déguster. Mais, du coup, tout ça, c'est tout ce qui est garant un peu de la qualité, c'est tout le système de contrôle qui est mis en place au cours du processus d'achat. Et donc c'est à ça que servent les dégustateurs, c'est-à-dire qu'au moment où il y a un contrat d'achat, il va y avoir un échantillon de pré-embarquement qui va être envoyé, qui va être analysé. En général, à partir du moment où on achète un café d'une région donnée, on s'attend à un profil de tasse, pas seulement à un score. D'ailleurs, sur certains contrats, le profil de tasse va être davantage mis en avant que le score. Le dégustateur va faire la constatation que le café correspond au profil attendu, et derrière, une fois que le lot complet arrivera, il fera une deuxième dégustation où il va comparer l'échantillon de pré-embarquement versus l'échantillon d'arrivée. Donc, ça, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais c'est des systèmes qui sont mis en place de manière à s'assurer que le café reçu correspond à ce qui est attendu lors de la commande. Je crois qu'il y a une dernière question. Là-haut. Bonjour, j'avais une question pour Florent en fait. Au niveau, on parle beaucoup en ce moment de la notion de direct trade, donc d'achat direct dans les pays producteurs. Je sais que tu t'associes un peu avec d'autres torréfacteurs en Europe pour acheter des cafés directement chez les producteurs. Est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est possible dans ces cas-là de shunter un peu les marchés à terme? Est-ce que tu peux avoir des relations directes d'achat avec des producteurs, des coopératives dans les pays, ou est-ce que c'est impossible de shunter les marchés à terme? Non, justement, je voulais y venir à ça en fait. Donc déjà, direct trade, c'est un terme que je déteste, même si effectivement on développe des relations directes. Comme je l'ai dit au début de la présentation, je pense qu'on peut parler de relations directes même si on utilise les services d'un importateur à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est oui, effectivement, c'est possible de sortir un peu des conditions de marché pour fixer les prix. Aujourd'hui, clairement, ça représente quand même un marché de niche. On va pouvoir le faire en s'adressant directement aux producteurs, ça c'est clair, et à des groupes de producteurs, et en allant fixer des prix qui sont un peu hors marché. Ça constitue un risque parce que nous, en tant que torréfacteurs, ça veut dire qu'il faut qu'on ait constitué autour de nous un marché qui réponde à ces prix-là. Je veux dire, il y a des torréfacteurs de spécialité qui sont ici dans la salle et qui ont développé ce style de marché-là. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est possible, mais en fait, ça prend beaucoup plus de travail en tant que torréfacteur, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille vendre notre café à un prix plus élevé, déconnecté du marché. On va être en compétition avec d'autres torréfacteurs qui, eux, vont vendre des cafés à des prix plus bas. Et il va falloir qu'on soit capable, nous, en montrant qu'on a un produit de qualité plus élevée, que ce café vaut le prix auquel on le revend, quoi. Mais je pense, et disons que le marché est en train d'évoluer en ce sens. Après, ça reste une niche, et
je pense que tous les torréfacteurs de café de spécialité rêvent à développer ce genre de marché dans un volume supérieur. Et ça, c'est le réseau dans lequel tu fais partie, avec notamment, j'ai travaillé chez Boréal avec Fabien Decroux, donc je crois que vous faites partie d'un même groupement de torréfacteurs qui vous permettent d'acheter directement dans les coopératives. Oui, effectivement, on a un groupe où on est 7 torréfacteurs, on partage le risque. C'est vraiment une façon d'acheter qui est très spécifique, c'est-à-dire que 6 mois avant que le café soit disponible, on va prépayer une partie. Ensuite, au moment où le café va être embarqué, on va payer la partie complémentaire. On va souvent offrir un prix qui est nettement supérieur au prix du marché. Mais et derrière, ensuite, on va en faire la promotion. On va vraiment le promouvoir comme un café plus haut de gamme, essayer d'aller chercher un prix supérieur à ce café-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, aujourd'hui, ça reste un marché limité. Moi, personnellement, mon opinion, c'est qu'on devrait tendre là-dessus. Après, voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des torréfacteurs qui ont des très très bonnes intentions, mais qui sont liés aussi avec leur marché, qui revendent par exemple dans des magasins, dans des distributeurs, où les gens sont beaucoup moins à l'écoute du message qu'ils veulent faire passer, où il est beaucoup plus difficile de négocier les prix. Et ça ne veut pas dire que ces torréfacteurs-là ne font pas leur bout de chemin aussi. C'est juste que, par exemple, quand on s'appelle Boréal, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est en contact direct avec ses consommateurs, comme par exemple Café Lomi également, qui a une chaîne intégrée et qui va parler à ses consommateurs, vendre à la tasse, vendre en paquet. C'est pas tout le monde qui a, entre guillemets, la chance, ou pas la chance, mais qui a fait le travail de développer ça, quoi. Mais d'où l'importance, à mon avis, d'avoir ce lien direct. Et après, je vais juste être bref, mais pour moi aussi, par exemple, on voit aux États-Unis, le marché du café de spécialité, il est beaucoup plus répandu, à mon avis. C'est parce qu'il y a des torréfacteurs qui ont su rentrer dans des groupes de distribution, dans des magasins où le café est revendu à plus grande échelle, mais où ils ont su convaincre les acheteurs de ces magasins-là de payer le café de plus cher et aussi de le mettre en avant d'une manière différente. Aujourd'hui, il y a des groupes aux États-Unis, il y a des groupes de distributeurs comme, on prendrait ici l'exemple du groupe Biocop. Là-bas, il y a le même style de groupe, mais qui vont avoir des acheteurs spécifiques café qui sont très formés, qui sont passionnés quasiment au même titre que des torréfacteurs chez nous, quoi. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que oui, effectivement, c'est... Pas d'autres questions? Ok, ben pour finir... Non, peut-être Stéphane, qu'a-t-elle dit? Et ce sera la dernière. Tout le monde a faim, non? Ouais. En cas de rupture de contrat, d'une des conditions du contrat, qu'est-ce qui se passe? Bon, normalement, on fait tout pour éviter qu'il y ait rupture. Normalement, il y a un arbitrage qui est désigné dans le contrat, il y a un arbitrage qui est désigné pour régler les affaires. Je ne sais pas, peut-être Ludovic pourra en dire un peu plus là-dessus. Moi, mon expérience là-dessus, c'est que je suis acheteur de café pour une coopérative de torréfacteurs artisanaux aux États-Unis, au Canada. C'est des torréfacteurs qui sont très très engagés, qui s'engagent à acheter le café d'avance sans connaître le prix, etc. Ça nous est arrivé qu'il y ait rupture. Mais en général, nous, ce qu'on fait, si jamais il y a rupture, en général, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la fixation du prix. Ils veulent renégocier le différentiel ou autre. Et dans ce cas-là, nous, on va souvent faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va accepter la révision des termes. Après, s'il y a refus de la révision des termes, ça peut arriver. Je pense que Ludovic peut l'expliquer. Non, je pense que tu as très bien répondu, Florent. Il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la question qui a été posée sur la concentration à nouveau. Dans la mesure où il y a beaucoup moins d'intervenants, il y a beaucoup moins de litiges. Mais le recours ultime, c'est effectivement l'arbitrage. Tous les contrats sont régis par la clause d'arbitrage, donc la Green Coffee d'un côté, le CEC de l'autre. Pour donner juste un exemple très parlant, la chambre arbitrale des cafés et poivres du Havre, qui était l'une des plus réputées, l'année dernière a eu à traiter 3 affaires. Donc voilà, donc sur l'année, il y a eu 3 arbitrages, dont un de qualité. Donc là, c'est uniquement un problème
d'humidité, de moisissure, peu importe, et 2 de principe. Donc là, on va sur le fond du dossier. Donc simplement 2. Heureusement, ceci dit, parce qu'on est peu de présidents à pouvoir la gérer. Donc il y a aussi moins de personnes qui peuvent être arbitres. Mais globalement, on fait, comme l'a expliqué Florent, on négocie toujours au maximum pour éviter d'arriver à ces extrémités. Bien, mais merci à vous deux. Merci à vous de votre attention. Je crois que c'est la pause déjeuner maintenant. Donc rendez-vous maintenant à 14h. 14h, oui, s'il vous plaît.